Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 juillet 2023. C'est une très belle journée dans le sens que, à part le climat qui est un peu trop chaud, puis enfin, on parle toujours de problèmes de réchauffement de la planète et tout ça, à part ces problèmes-là, mais du côté boursier, vous avez le S&P 500 qui est finalement juste à 5% de distance du sommet qu'il avait fait il y a un an et demi à peu près. Donc, notez qu'il était tombé à 25% enfin 25% plus bas, puis ensuite il est remonté. À présent, il est juste à 5% plus bas. Ensuite, plus que ça, regardez, en 2023, donc cette année, dans les actuels de 6 mois et quelques, le marché a repris 18%, fait 18% à la hausse. Le marché américain, naturellement, mais le marché canadien, finalement, est un proxy aussi. Ensuite, depuis le point le plus bas, fait en octobre dernier, le marché a récupéré 27%. C'est difficile de dire que finalement on s'en va dans une récession. Vous savez, tous les Cassandres, tous les gens qui disent que ça ira mal, ça ira mal, ça ira mal, peut-être parce que ça se vend bien dans les nouvelles d'être pessimiste et puis tout ça, mais en réalité, nous ici, en tant que gestionnaire de portefeuille, on n'a pas été pessimiste du tout. On a toujours été pensé que même si les taux d'intérêt montent, c'est pas, ça paraît grave naturellement par rapport à ceux qui s'étaient habitués à avoir zéro taux d'intérêt ou 1, 2%. Mais dans la moyenne, depuis que les taux d'intérêt se sont mis, finalement qu'on regarde un peu cette histoire de taux d'intérêt, mettons que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 70 ans, si vous faites la moyenne entre les taux d'intérêt les plus élevés et les taux d'intérêt les plus bas qu'on a connus, ça fait à peu près, je crois, 5 à 6 de taux d'intérêt. Donc, finalement, 5-6 de taux d'intérêt, c'est ce qu'on a vécu au cours de trois quarts de siècle à peu près, en moyenne. Naturellement, on se plaint aujourd'hui parce qu'on s'était habitué depuis des années à avoir des taux d'intérêt qui étaient presque nuls, mais finalement, ce que c'est actuel, c'est normal, enfin, dans la moyenne, c'est normal. Donc, nous, en tant que gestionnaire de portefeuille, on est tout à fait dans l'idée que finalement, récession, on n'en aura pas. Et puis, à moins que, naturellement, des événements autres de ceux qu'on peut prévoir actuellement puissent arriver, mais disons géopolitique surtout et tout comme ça, mais autrement, économiquement parlant, on ne s'en va pas encore tout à fait dans une récession. Et donc, je crois qu'il faut être optimiste face au marché, parce que, comme je vous dis, un marché qui est capable de récupérer depuis le bas qu'il a fait 18% ou encore finalement par rapport au début de l'année, ou encore être seulement à 5% de distance du sommet que le marché avait fait, disons, je pense que c'était en janvier ou en décembre 2022. Et puis finalement, depuis là, on est pratiquement tout. Donc on n'est pas loin de revenir à tout ce que c'était la beauté il y a un an et demi et quelques. Et, et donc là-dedans, c'est difficile de penser d'être pessimiste. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du rôle international du dollar américain. Peut-être c'est un sujet connu, mais pas connu, mais quand même, ou pas tellement connu. Mais c'est le rôle international du dollar américain vient du fait que la planète a besoin d'une devise de référence. Et ça, c'est né, ce besoin de devise de référence, c'est né d'une façon d'abord précédée par des catastrophes. Disons, revenons en arrière dans l'histoire d'il y a un siècle. La fin de la Première Guerre mondiale, finalement, avait mis fin à l'utilisation de l'or. Et puis, finalement, il y avait des pays qui avaient gagné la guerre et qui réclamaient des compensations des pays qui avaient perdu. Et ça crée des situations vraiment difficiles. Le pays qui était incapable de payer la dette qu'il avait parce qu'il avait perdu la guerre, à son tour, invitait d'autres à ne pas payer la dette. Enfin, ça crée 20 ans de récrimination qui s'est conclue avec une Deuxième Guerre mondiale. Donc, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, tout près d'ici, dans le New Hampshire, à Bretton Woods, les économistes se sont réunis, enfin des pays qui étaient belligérants contre l'Allemagne et contre l'Italie, je pense qu'on ne comptait plus déjà en 1944, mais contre le Japon, se sont tous réunis donc pour décréter quel était l'avenir économique une fois la guerre terminée.
Et l'idée, ça a été de créer une devise qui était mondiale. Et c'était le dollar US. Naturellement, c'est eux qui faisaient la guerre, la plus puissante, la plus grande, finalement avec le plus grand effort de tout le monde. Aucun pays avait l'égalité de la puissance américaine déjà de l'époque de savoir combattre sur le front européen et sur le front aussi asiatique contre les Japonais. Donc, c'est né cet accord de Bretton Woods dans lequel on fixait l'or, pour ceux qui aimaient l'or, on le fixait à 35 dollars l'once et dollars naturellement US. Et finalement, tous les autres devises devaient être à un certain taux de change fixe, en quelque sorte, par rapport au dollar US. Naturellement, le problème qui se créait tout de suite après cet accord et tout ça, c'est que pour, comment dire, donner de la valeur à une devise, il fallait qu'il y ait la Banque centrale et des dollars US. Et les États-Unis avaient un gros, comment dire, surplus finalement. Et donc, ils étaient pleins de dollars US, mais la planète n'en avait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à exporter des dollars US sous la forme de subsides au gouvernement, enfin aux pays étrangers, sous la forme comment dire, de bases militaires américaines dans le monde, lesquelles payent naturellement pour être dans le pays dans lequel elles se trouvent. Et puis finalement pour des accords spéciaux que les États-Unis faisaient. Donc ils se sont mis à exporter des dollars US et jusqu'au point de devenir en déficit. Rendu en 1950, ils étaient en déficit, alors qu'ils étaient en grand surplus quelques années auparavant. Naturellement, ça a permis, dans les différentes banques centrales de la planète, d'accumuler des dollars US et donc qui étaient convertibles en or, s'ils le voulaient. Mais personne n'aimait vraiment pas ça au début parce que tout simplement, le dollar US, ça donnait des intérêts, tandis que l'or, naturellement, ne donnait rien. Sauf que l'économie a tellement bien été, au moins en Europe et au Japon, donc en Asie, que finalement, en très peu d'années, en quelque sorte, il y a eu un progrès énorme économique. Et donc, cet progrès énorme économique a fait en sorte que finalement, l'or comme tel, qui était toujours 35 dollars l'or, finalement, ce que je veux dire avec ça, c'est que la croissance économique des pays faisait en sorte qu'il y avait de plus en plus de dollars US en circulation, qu'il y avait de plus en plus de devises étrangères en circulation, mais l'or on ne produisait pas d'or. Donc finalement, l'or était resté à la même quantité qu'il avait à partir de 1945. Mais vu que l'or était resté à une quantité inférieure et les monnaies s'appréciaient, enfin, avaient, comment dire, l'économie grandissait un peu partout. Donc la conclusion, c'est que finalement, l'or s'est mis à monter lui aussi parce qu'il y en avait moins. Donc, moins par rapport à la proportion qu'elle aurait dû être l'or par rapport à la quantité de monnaie qui était en circulation au fur et à mesure que l'économie grandissait dans les différents pays. La conclusion, c'est qu'il y a eu deux marchés à un certain moment, à partir des années 60, dans lesquels on a eu l'or, il y avait l'or à 35 dollars l'once, ça c'était l'officiel. Mais il y avait un marché privé, finalement, d'or qui montait. Les prix de l'or se mettaient à monter. Finalement, ça a créé toute une distorsion, cette affaire de l'or. Et puis, finalement, quand on est arrivé à 1971, je crois, M. Nixon a aboli la conversion du dollar US en or. À l'époque, avait fait nouvelle le fait qu'il y avait M. Charles de Gaulle, le président de la France, que lui ne voulait pas de dollars US. Donc, il voulait que les dollars US qu'il avait accumulés et dont il avait bénéficié, parce que finalement, la France allait mal en 1945 et elle a eu besoin d'un emprunt, enfin d'un prêt ou d'un cadeau, si vous voulez, des États-Unis. Et malgré tout ça, finalement, à un certain moment, il voulait que tous ces dollars US se retournent aux États-Unis et lui, il voulait avoir de l'or. Donc, plusieurs pays ont fait ça, c'est-à-dire d'une façon malhonnête, si on peut dire en parenthèse, ils achetaient l'or à 35 dollars l'once et puis le revendaient sur le marché libre à un prix plus élevé. Finalement, en 1971, on a mis fin à tout ça et l'accord de Bretton Woods est terminé. En terminant l'accord de Bretton Woods, on a des taux de change qui étaient fixes à l'époque. Par exemple, le dollar canadien était à 92 cents US pour un dollar canadien, longtemps a été comme ça.
Ben, il y avait 4 marques allemandes, je crois, pour 1 $ US, ou je sais pas, 10 francs français pour 1 $ US et tout ça. Ces taux-là, qui étaient fixes, ont été libérés. Et en les libérant, ben, ça a créé tout un changement naturellement énorme. Naturellement, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? C'est que les banques centrales des différents pays avaient beaucoup de dollars US. Et finalement, le dollar US reste toujours la grande valeur, qu'on le veuille ou non. Donc, les banques centrales, actuellement, possèdent à peu près 60% des réserves sont en dollars US. Naturellement, à l'époque, c'était peut-être 85, 90, 95%. Mais aujourd'hui, à cause de la croissance économique planétaire à travers les décennies, ben, la présence du dollar US dans les banques centrales comme garantie de la banque centrale de ce pays est environ à 60%. Naturellement, il n'y a pas tellement un commerce, je dois vous dire, l'étrangeté de tout ça à présent, c'est que le monde a besoin d'une monnaie de base. Et la monnaie de base, est le dollar US, qui est née avec cette histoire de Bretton Woods, mais qui en même temps est une nécessité actuelle. On dit que 88% de toutes les transactions en devises étrangères se font à travers le dollar US. Et pourquoi ça? Ben, c'est parce que, évidemment, si un pays, par exemple, prenez, je parle l'Équateur, et qui veut acheter quelque chose ou fait faire une transaction avec un pays d'Asie, mettons, je sais pas, le Kazakhstan. Je ne sais pas quelle est la devise du Kazakhstan. Est-ce qu'il peut y avoir une relation directe entre les deux pays, Équateur et Kazakhstan? Est-ce qu'il y a un taux de change? Pas vraiment. Il y en a un théorique, mais si vous êtes en Équateur et vous voulez acheter la monnaie du Kazakhstan, ça se peut que vous devez attendre, je ne sais pas, des jours ou des mois, ou je sais pas, pour l'avoir. Donc, qu'est-ce que font les devises? C'est la chose suivante. Celui de l'Équateur transforme sa devise en dollars US et les dollars US ensuite sont transformés dans la monnaie du Kazakhstan. Et ça, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a 88% des transactions en devises qui sont de ce type-là. Mais ça n'a rien à voir avec les exportations des États-Unis. C'est pas que les États-Unis y gagnent avec cette histoire-là, vraiment, à mon avis, parce que en réalité, il n'y a pas un gain spécifique dans tout ça. Par contre, ça donne un pouvoir énorme aux États-Unis. Si un pays ne se comporte pas ou est sujet à des sanctions américaines, les États-Unis peuvent intervenir et bloquer finalement le taux de change de cette devise. C'est arrivé avec l'Iran, c'est arrivé à présent avec la Russie, à tel point que les pays autres, finalement, aujourd'hui, surtout les Chinois, veulent remplacer en quelque sorte le dollar US dans sa dominance et la remplacer avec leur monnaie. Par exemple, le yuan chinois. Seulement que le problème du yuan chinois, c'est qu'il est, comment dire, il est contrôlé comme capital. Donc, il pourrait, par exemple, vous transigez en yuan, mais à un certain moment, la Banque centrale de Chine, pour des raisons politiques ou autres, je ne sais pas, abolit la transaction, ou enfin fait des choses qui finalement ne vous permettent jamais d'être sûr de vous-même avec cet argent-là. Pourquoi ça? C'est parce que le dollar US, en réalité, pourquoi il est si favorable? C'est parce qu'il est stable, parce qu'il a, comment dire, on peut acheter et vendre en tout temps, et puis parce qu'il est gouverné par le marché, ce n'est pas gouverné par l'État. L'État pourrait faire quelque chose, je ne sais pas avec la Banque centrale, mais c'est quand même le marché de base, enfin le marché libre qui détermine la valeur du dollar US par rapport aux autres devises. On ne peut pas dire la même chose avec le ruble, je ne sais pas, russe, ou la même chose avec le yuan chinois. Malgré la vocation des Chinois d'être la grande puissance mondiale et tout ça, pour réussir finalement du côté financier, ils devraient imaginer, ils devraient libéraliser le yuan et le rendre libre au marché, alors qu'actuellement il est contrôlé par l'État. Mais jamais ils vont faire une chose pareille parce que finalement, pour eux, c'est perdre le contrôle, je ne sais pas, de politique du pays ou je ne sais pas. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que le rôle international du dollar américain, c'est vrai que ça, peut-être, ça ne durera pas éternellement, mais c'est clair qu'encore aujourd'hui, le dollar américain est fondamentalement important. Pourquoi? Parce que ça permet de faire les transactions dans le monde avec toutes les devises. Et même si la transaction concerne deux pays pour des marchandises qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, mais tout se fait à travers les États-Unis. Et pas les États-Unis, mais à travers le dollar US.
Quel est l'avantage de ça? C'est le fait que ça coûte moins cher. On n'a pas un taux de change direct entre deux devises, mais il faut passer toujours par le dollar US. Naturellement, ça donne aux États-Unis un contrôle immense, politique s'ils le veulent, et ils peuvent sanctionner des pays et tout ça, s'ils ne se comportent pas une certaine politique. Et même, vous savez, les transferts internationaux qui se font par SWIFT, qui est un système de transactions avec l'étranger. Mettons, si vous devez transférer de l'argent ou le recevoir et tout ça de l'étranger, ben, vous faites habituellement, vous le recevez par SWIFT. Alors, SWIFT, c'est SWIFT, et c'est un système finalement dominé par le dollar US. Justement, le 88% des transactions se font finalement à travers le dollar US. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que d'autres pourraient remplacer le dollar US? De devises stables et bonnes, finalement, qu'est-ce que vous avez? L'euro. L'euro, c'est très bien probablement, mais ce n'est pas certain, même pas si ça peut continuer à exister, l'euro, parce qu'il n'est pas fondé sur un pays entier. C'est une sorte de convention entre différents pays, chacun souverain, et on ne sait pas trop. Par exemple, je vous donne une idée. Si par exemple en Italie, on veut faire une émission d'obligations, il faut par exemple payer, mettons, 3-4% de coupons. Mais si c'est l'Allemagne qui fait la même émission, même émission d'euros, il vous donne peut-être 1%. Ça dépend de la qualité du pays, du point de vue économique, pour déterminer quel est le taux d'intérêt de l'euro sous la forme d'obligations et tout ça. Vous n'avez pas ça aux États-Unis, vous n'avez pas ça au Canada du tout, dans lequel il y a une entité centrale qui fait tout ça. Autrement, on aurait, sans rentrer dans plus de détails, mais c'est ça. Donc, vous avez l'euro, vous avez finalement, qu'est-ce qu'il y aurait? La devise australienne, oui, qui est bonne, mais c'est juste utilisé par les Australiens. Vous avez le dollar canadien, très bon, mais il est utilisé essentiellement au Canada. Et donc, finalement, il vous reste quoi de devises bonnes, il vous reste le dollar US. Après quoi, bonjour, vous avez le yuan, vous avez le rouble, vous avez tous ceux qui voudraient faire des choses extraordinaires, mais ça ne tient pas. Donc, voilà. Alors, une fois dit tout ça, c'est tout simplement pour vous dire qu'on a la Pax Americana, ce qu'on appelle comme ça depuis 1944, et la Pax Americana aussi, disons mondialement, dans l'ordre mondial, est déterminée aussi par la présence du dollar US. Et donc, on va voir si quelque chose va changer là-dedans. Espérons pas dans le sens négatif, et je ne pense pas, parce que pour le moment, au moins dans les prochains 20 ans, je crois, le dollar US reste toujours le grand dollar US, et c'est tout. Et voilà, c'est fait, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.